L'histoire du haut barrage d'Aswan est exceptionnelle. Exceptionnelle déjà depuis le commencement. À l'annonce du projet, il s'en est fallu de bien peu qu'une nouvelle guerre éclata. La crise de Suez n'en était qu'un prélude. On en était même arrivé à la menace nucléaire. Exceptionnel, son point d'emplacement, situé sur le Nil, qui est lui-même le fleuve le plus exceptionnel de la planète. Les seuls qui remontent vers le nord. Né à des milliers de kilomètres de là, en Afrique lointaine, il va creuser avec entêtement son chemin dans les déserts les plus vastes du monde, traversant successivement 3 climats, jusqu'en Égypte, où il retrouve enfin son unité et sa pleine force, où il va arroser et fertiliser cette vallée heureuse qui porte désormais son nom, la vallée du Nil. Exceptionnelle, son implantation dans cette fabuleuse vallée, aux portes d'un des plus vieux pays chargé de tant d'histoire. Les Égyptiens l'appelleront As-Sadd el-Ali. La vallée du Nil a vu naître, mourir et renaître de leurs poussières emmêlées, villes, époques, rois, croyances. C'est l'heure d'Alexandre le Grand, qui fonda Alexandrie en 331 avant Jésus-Christ. C'est le Caire fatimide, bâti sur le site de Memphis et comme surgi des cendres de l'ancien phosphate. C'est l'heure de Pharaon. Une heure qui a duré 3000 ans. Le XXe siècle sera l'heure de As-Sadd el-Ali, le dernier né. Enfant exceptionnel d'une nombreuse famille de monuments et de temples qui ont jalonné l'histoire 5 fois millénaire de l'Égypte. As-Sadd el-Ali, le voici, le plus grand barrage poids du monde. Jamais les Égyptiens n'avaient conçu une aussi monstrueuse merveille. Jamais une telle de mesure. Même la grande pyramide de Khéops, la dernière survivante des 7 merveilles du monde, avec ses 7 millions de tonnes, et ses 100 000 hommes à la tâche, ses 20 ans de travail acharné, ne fut jamais que 17 fois plus petite que le haut barrage d'Aswan. As-Sadd el-Ali, 4 kilomètres de longueur, 1 kilomètre de pied en largeur, 180 mètres de profondeur au sol, 109 mètres au-dessus de la surface de flottaison. 43 millions de mètres cubes de matériaux.
As-Sadd al-Ali, malgré ses dimensions, n'est rien au regard du lac Nasser. Il suffit de s'éloigner un peu. Sur la surface bleutée, le colosse est alors réduit à une simple digue. Un lac artificiel pour contenir l'eau du barrage. Le deuxième lac du monde par sa superficie. Ici, plus encore s'exprime la démesure. 500 kilomètres de longueur entre Aswan et l'intérieur du Soudan. 5000 kilomètres carrés de superficie. Et 180 milliards de mètres cubes d'eau. De quoi recouvrir l'ensemble des terres cultivées de la planète sous 13 centimètres d'eau. Fusion de l'eau et du feu. Silence hallucinant. Ce lac immense, cette mer intérieure, n'est rien devant le Nil. Rien qu'une eau stagnante, infime partie de Sa Majesté le Nil. Hapi, fleuve Dieu des anciens Égyptiens. Corps liquide, immense et torturé. Corps vivant, avec sa tête triangulaire et verte, ses yeux de lagune. Un corps vivant, le Nil, avec son ventre à Khartoum, d'où partent deux jambes inégales et torses. L'une longue, le Nil blanc, avec son pied fiché dans les glaces du Rwenzori. L'autre, plus courte, le Nil bleu, le pied enfoui dans les cendres volcaniques des hauts plateaux d'Éthiopie. Un corps vivant, le Nil, parcouru depuis l'aube des temps d'une onde joyeuse et vivifiante, la crue, qui vient chaque année lui redonner vie. La crue produit des pluies diluviennes du mai sur les plateaux éthiopiens, ravinant le sol volcanique en lui arrachant sa terre riche. La crue, cette lente et éternelle respiration du Nil. C'est elle qui viendra épandre sa chair, le limon, sur le sable du désert égyptien. C'est elle qui va éponger le sel remonté des couches profondes. C'est elle qui va évacuer les algues et les plantes qui encombrent les canaux. En septembre, les pluies éthiopiennes cessent et les eaux de la crue se retirent. D'abord rapidement, puis plus lentement. La crue laisse derrière elle un corps plus fort, régénéré. Le fallah pourra alors s'aimer son blé. Un témoin de la crue raconte: j'ai assisté autrefois à l'éruption du Nil sur la plaine. On voit de proche en proche l'eau sourdre des crevasses du sol. Des milliards d'insectes surgissent, chassés de leurs trous. Dieu, qui est le plus grand, fait alors apparaître des armées de grenouilles qui dévorent les insectes. Puis viennent les serpents, dont les grands cobras noirs. Deux nuées d'oiseaux accourent à leur tour des quatre coins du ciel avec des grands cris. L'ibis du dieu Thoth, l'épervier d'Horus, des cigognes qui dévorent indifféremment insectes, grenouilles et serpents. Regardez ce corps allongé vers le nord.
corps liquide de neige africaine, corps solide des laves éthiopiennes. Et les soleils qui croisent le fer avec le fleuve, accomplissant sa ronde journalière d'est en ouest. Trois éléments générateurs de vie sont mis en présence. L'eau, le limon et le soleil font corps ensemble. De leur fusion est née la fertilité, l'abondance et la richesse de la vallée du Nil. Les plantes comme les dieux, les insectes comme les rois. Mais pour exister, un corps a besoin de mémoire. Cette mémoire, c'est l'homme de la vallée du Nil. C'est Al-Fallah. Un homme de plusieurs siècles d'âge, ou plutôt sans âge, et qui rappelle de manière frappante le portrait de ses ancêtres, peint et sculpté sur le mur des temples. C'est lui le scribe qui a enregistré des siècles d'administration dans des papyrus trouvés aujourd'hui intacts. C'est lui qui assure la permanence. C'est lui qui préside au changement. Depuis des millénaires, il détermine et rythme la vie du fleuve. Des récoltes prodigieuses, des villes fabuleuses. Il est Al-Fallah. Et le divin maçon, il a construit As-Sadd al-Ali. Écoutez-le parler. Moi et le Nil, nous avons vécu inséparables, depuis les temps sans mémoire. Où passe le fleuve, je passe. Où pousse l'herbe, mes troupeaux paissent. J'ai mené ma vie comme une longue caravane tranquille cheminant le long du fleuve, siècle après siècle. Une époque m'enrichit, une autre m'appauvrit. À chaque époque son lot, selon les crues du Nil et selon les saisons de l'histoire. J'ai vécu des siècles d'or et de gloire. Mais j'étais attentif. J'ai appris à déchiffrer les messages que m'adressait le soleil, que m'adressait l'eau. J'ai vu que l'eau inscrivait des signes sur la berge, alors j'ai dû apprendre leur code. J'ai compris que de leur hauteur dépendait la fortune de ma vie. Alors, j'en ai conçu le nilomètre, un énorme trou au ras du sol qui permet de mesurer le niveau de l'eau sur une échelle graduée. À chaque crue, j'observais avec inquiétude la montée des eaux. Et lorsque le niveau est haut, c'est une année de vache grasse, mais lorsqu'il est très bas, une année de vache maigre. Alors, il fallait stocker le grain et se serrer la ceinture. Dans les temps anciens, mon nilomètre était tourné vers le ciel, ouvert sur le cosmos et avait la forme de la clé de la vie. Plus tard, au Caire, je l'ai abrité sous de splendides coupoles ornées de calligraphie invoquant le nom du Seigneur et percées d'ouvertures permettant toujours le dialogue avec le soleil. J'ai appris aussi à suivre le soleil dans sa course et tenter de capter ses messages à travers les arbres, dans les trouées d'ombre et de lumière.
À l'époque pharaonique, on pensait que le ciel était liquide et que le soleil se déplaçait en barque. Chaque moment de la journée possédait son soleil, et chaque soleil portait le nom d'une divinité. À son lever, encore enfant, je l'ai appelé Khepri. À midi, adulte, je l'ai nommé Ré. Et le soir, vieillard, Atum. J'ai bâti des temples fabuleux pour qu'à chaque heure, chaque soleil puisse inscrire sur la pierre appropriée le message qui devait m'être signifié. Mon palabre avec le fleuve et le soleil remonte à des millénaires. En Haute-Égypte, j'étais en harmonie avec le fleuve et son environnement, sans rien changer à l'ordre des choses. Je laissais la crue accomplir son œuvre. Elle régénère le corps, lui apporte du sang nouveau, nourrit sa chair d'aliments frais, développe ses muscles et réaffermit ses os. Là, j'ai respecté l'ordre de la nature. Le ciel bleu, l'eau, la verdure, ma maison et enfin ma sépulture à la porte du désert sur la ligne d'horizon. Jamais je n'avais laissé un de ces éléments empiéter sur l'autre. En Basse-Égypte, mon intervention était plus vigoureuse qu'elle ne l'a été en Haute-Égypte. En Basse-Égypte, c'est le delta, la tête du Nil. Elle a besoin de soins plus attentifs. Elle a besoin d'une irrigation continuelle et d'une toilette méthodique. Pour cela, je me fis architecte de 1000 canaux, agronome avisé et jardinier amoureux. J'ai fait du delta un jardin du paradis. Le Nil est mon capital vital. Il charrie les richesses par millions. Moi, je les gère jusqu'à la dernière goutte. La plus infime gouttelette d'eau pure, détachée des cimes glacées du Ruwenzori, aura connu un voyage initiatique long de 7000 kilomètres. Que d'obstacles franchis, que de corps traversés. Que de fois a-t-elle été bue ou détournée de son chemin par la main de l'homme. Toutes les routes mènent vers le Nil qui est la voie royale. Mère de toutes les routes, piste de toutes les pistes. Cette piste-là, elle s'est faite sans moi, bien avant moi, depuis la création du monde. Elle vit par elle-même. Des larves, des coquillages, des reptiles, des batraciens, des poissons, des animaux en transhumance, des oiseaux migrateurs traversent continuellement son corps depuis la nuit des temps. Puis l'homme, le premier de mes ancêtres, fit ses premiers pas sur le rivage du Nil. Il est apparu naturellement attiré par l'eau, comme tous les êtres vivants. Avec ses outils de pierre, il a fabriqué sa première barque dans un tronc d'arbre. Il l'a déposée sur la piste lisse et l'a laissée descendre le cours du fleuve. Et depuis ce moment-là, depuis le premier pas de mon ancêtre jusqu'au dernier pas du touriste de nos jours, nous n'avons cessé de sillonner cette piste infiniment. J'ai assisté, fasciné, à la rencontre de Ramsès II et de Bonaparte, de César et de Moïse. J'ai vu des scribes pharaoniques accroupis, une plume de roseau à la main en train d'expliquer à Champollion les secrets des hiéroglyphes. Entre la pierre taillée, le béton et le fer, pas à pas, d'homme à homme, de ville en ville comme les anneaux d'une grande chaîne ininterrompue, j'ai partout gravé, construit, sculpté, peint dans les villes, sur les temples et les synagogues, les églises et les mosquées, les signes de ce formidable métissage. Signes entremêlés, déposés, oubliés puis repris pour un dialogue sans cesse renouvelé.
Si la nature a donné à l'Égypte le Nil comme corps vivant, moi je lui ai donné un cœur qui bat. Je l'ai baptisé Misr al-Qahira, l'Égypte victorieuse. C'est là, dans la vallée, que j'ai commencé ma nouvelle fonction. De Fellah, homme de la terre, je devins urbaniste. Et j'ai choisi de placer ma cité à la pointe du delta, comme une porte d'accès entre la Haute et la Basse-Égypte, à l'endroit où toutes les lignes de force se rejoignent. Le Caire est une véritable poste restante. Puis un jour du XVIIIe siècle, l'Europe devenue la nouvelle puissance mondiale, les armées de Bonaparte débarquèrent sur les rives du Nil. Avec elles, l'Occident et la modernité, ensemble, firent leur entrée dans notre pays. Notre sultan, Mohammed Ali et ses fils, contemplant le Caire du haut de la citadelle, rêva de faire de l'Égypte un pays à l'image de l'Europe. Je me suis pris à rêver, moi aussi, à une vie meilleure après tant de siècles d'immobilisme. Et je l'ai suivi résolument dans son projet. Les Européens percèrent le canal de Suez. Avec lui, la modernité entrait en Égypte par 1000 portes, avec une vitesse vertigineuse. Cela échappe à tout contrôle. De cité harmonieuse, ma belle ville de Caire était devenue une monstrueuse mégapole de 15 millions d'habitants. Depuis le temps des pharaons, la population de l'Égypte a oscillé raisonnablement de 2 à 9 millions d'habitants, toujours en équilibre parfait avec les possibilités du sol. Mais voilà qu'avec la modernité, le rythme s'emballe et le déferlement des naissances finit par avoir raison de cet équilibre. Déjà, en 1950, nous étions 25 millions. Aujourd'hui, dans les années 90, nous comptons 56 millions. En l'an 2010, nous atteindrons les 100 millions et nous serons 250 millions 2 générations plus tard. Voilà ce que prédisent les démographes. Je ne savais plus s'il fallait me réjouir ou m'effrayer, car pour nourrir une population qui est passée depuis le début du siècle de 2 millions d'individus à près de 60 aujourd'hui, il fallait agir et vite. Alors, je retrouvais une vieille habitude millénaire. Je me retournai vers le fleuve et me mis à le contempler. Une solution simple dans son principe, radicale dans ses effets. As-Sadd al-Ali, le haut barrage d'Aswan. أيها المواطنون أباهم بلد من المخرجين هنبني السد العالي. Quand Nasser a dit « il faut construire le barrage », j'ai répondu « présent ». J'ai fait le voyage d'Aswan avec des milliers de mes frères. زي ما احنا عايزين هنصمم على هذا. 35 مليون جنيه كل سنة بتاخدها شركة القناة. ناخدها احنا. مرة واحدة. تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. في اسكندرية كانت الصرخة القوية للميدان في اسكندرية صرخة أطلقها جمال صرخة أطلقها جمال وإحنا أممنا القناة إحنا أممنا القناة إحنا أممنا القناة نبني سد عالي سد عالي سد عالي Le voilà, cet enfant miraculeux. Il vit, il produit.
Fini la disette. Plus de souffrance, fini les brimades du temps des pachas. Ma maison est éclairée à l'électricité. Je me souviens de la première ampoule à la maison. Les enfants se mirent à applaudir. L'eau coule en abondance. J'ai obtenu jusqu'à 3 récoltes sur l'année. Il y avait du trèfle, toujours vert pour mon bétail. J'ai même gagné des terres sur le désert. Les enfants vont à l'école, ma femme chez le docteur et même ma vache. Je peux l'emmener chez le vétérinaire si je veux. Et lorsqu'une terrible sécheresse qui dura 7 années consécutives s'abattit sur le Sahel dans les années 80, réduisant la vie à l'état de fossile, craquelant la terre à l'infini, desséchant la peau sur les os, vidant les seins des femmes, gonflant le ventre des bébés, pendant ces années noires d'infortune, moi, homme de la vallée du Nil, moi, constructeur du haut barrage, j'étais à l'abri, sous la protection et la bénédiction de Sed El Ali. Quand je me tourne vers le lac, quand je contemple cette énorme masse d'eau stockée derrière les murs du barrage, cela me rassure. Et je vois là, de la part du Nil, une première réponse aux questions que je lui posais. L'oracle me renvoie directement à une très ancienne histoire consignée à la fois dans la Bible et dans le Coran. C'est l'histoire de Joseph, le fils préféré de Jacob du pays de Canaan. Un jour, Pharaon vit dans son sommeil 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres et 7 épis verts et 7 autres épis desséchés. L'esclave Joseph donna l'interprétation du rêve. Il répondit: vous sèmerez, comme d'habitude, le blé que vous aurez moissonné. Laissez-le dans l'épi. Emmagasinez-le. Ensuite de cela, viendront 7 années stériles qui consumeront tout ce que vous aurez mis en réserve. Puis viendra une année pendant laquelle les habitants de ce pays auront beaucoup de pluie et presseront raisins et olives. Et Joseph, une fois au service du Pharaon, fit construire d'énormes silos protégés par de larges murailles. Pendant les 7 années de richesse, il fit stocker le grain. Et lorsque les 7 années de disette arrivèrent, l'Égypte seule ne manqua pas de pain. Ainsi, il y a plus de 2000 ans, Joseph, en stockant les grains, montra la voie de Sed El Ali. Alors, ce lac, cet immense réservoir de richesse, n'est rien d'autre que le grenier à blé de Joseph, conçu pour une autre denrée. Mais si les silos de Joseph étaient construits hors champ des surfaces cultivables, le réservoir, lui, a été installé dans le lit même du fleuve, comme une énorme greffe, une section artificielle dans le corps vivant du Nil. Plus je regarde la surface lisse et bleue, plus je ressens le vide du paysage. Hier encore, il y avait dans cet endroit une terre et des paysans. 80 000 Nubiens, des centaines de villages. Ils vivaient dans de belles maisons considérées comme un chef-d'œuvre d'architecture populaire. Elles étaient spacieuses, toutes différentes et leurs murs avaient des couleurs éclatantes. Ici, il y avait des cultures, des arbres fruitiers, des enfants rieurs, des écoles, des mosquées, des églises, des cimetières. Et puis l'eau déferla. La terre a fondu, les maisons disparues, la piste est noyée. Impuissants, les milliers de Nubiens ont dû quitter la vallée. Que sont devenues toutes ces splendeurs pharaoniques, toutes ces villes, ces temples, ces archives de papyrus, ces trésors de connaissances, engloutis à jamais sans doute dans les abysses du lac? Seuls Abou Simbel et Philae ont pu être sauvés des eaux par un geste symbolique.
Les nilomètres, dont j'avais surveillé anxieusement le niveau depuis des millénaires, sont aujourd'hui devenus objets obsolètes. Pourtant, grâce à ces étalons et au travail des scribes, nous connaissons le niveau d'inondation du Nil depuis 660 avant Jésus-Christ. En signe de reconnaissance à ce nilomètre qui m'a tant servi, j'ai élevé en son honneur un joli petit monument que j'ai décoré en forme de lotus, que j'ai placé loin du fleuve et de son eau, là-haut sur le barrage d'Aswan, comme un phare dérisoire, juste là, pour indiquer aux voyageurs l'emplacement de Sedd El Ali. Et quand j'observe le paysage, je sens comme une absence. Il y a un manque. C'est lui qui manque, le Nil. On a noyé le Nil. Et je contemple encore et encore cet immense désert de surface lisse. Nulle vie à l'horizon, nulle activité. Seuls quelques pêcheurs isolés. D'autres signes de vie primaire apparaissent ça et là, des traces d'animaux, des reptiles, des volatiles. Nouveau sentier, la vie essaye de se frayer un passage-piste comme au début de l'aventure humaine autour du fleuve. Pourtant, quelques nubiens nostalgiques ou pionniers d'un nouveau monde essaient de s'accrocher à la terre, aux confins du lac. أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. Et quand je porte mon regard au loin, bien au-delà du lac et du barrage, je vois Komombo. Des dépôts blancs couvrent le sol sur des milliers de kilomètres carrés de terre cultivable, comme une atroce maladie de la peau. Ce sont les sels qui remontent. La terre n'est plus nettoyée par la crue annuelle. Les sels non dissous remontent des couches profondes de sable et forment à la surface comme une éruption d'eczéma. Ils attaquent à la racine des milliers d'arbres fruitiers. Ils attaquent des orangers, des citronniers, des vignes. Ils dessèchent les jeunes pousses et font mourir le grain avant qu'il ne germe. Nos récoltes brûlent. « 25 ans après la mise en service du barrage, quand je regarde le Nil, je vois qu'il est sans défense, réduit à l'état d'asservissement. Et je dois dire,
Je ne suis pas fier de mon œuvre. Entre le Nil et la Basse-Égypte, l'harmonie n'est plus. Toute cohérence est rompue. Les humains se sont acharnés sur le corps inerte. La peur des crues cessant, ils se sont installés en confiance sur la bonne terre du fleuve. Étouffante prolifération, construction sauvage, villes champignons. Mais qui va arrêter la pollution humaine du Nil ? Le limon, cette terre neuve surajoutée, cette belle peau brune qui donnait au Nil force et vigueur, aujourd'hui, elle ne régénère plus. Pire encore, elle se détache des rivages et du lit de fond par pans entiers et part à volo comme lambeaux de chair écorchée. Les ponts, les digues et les canaux, n'ayant plus de terre ferme pour le soutenir, s'écroulent. Les arbres s'écroulent aussi. Mais le mal ne s'arrête pas seulement au corps du Nil. Il attaque la tête. Je vois avec frayeur la Méditerranée ronger la tête du delta, à une vitesse atteignant par endroits plusieurs dizaines de kilomètres par an, emportant les routes, les champs, les maisons. La tête nourricière disparaît dans la mer. Pour freiner un tant soit peu la catastrophe, nous avons construit des digues. Des villes comme Domiat et Rosette sont menacées. Et les habitants du delta avaient bien tort de penser que les problèmes du barrage s'arrêtaient à Assouan. Dans un corps vivant, ce qui touche au pied touche inévitablement à la tête. L'eau salée, dans son avancée inexorable, attaque aussi les centres nerveux du delta. Elle aveugle les yeux. Ces marais, ces lagunes d'eau morte remplies de cadavres de bêtes, grouillant de parasites, de bactéries porteuses de maladies endémiques, et tant d'autres signes de désespérance. Les cabots sans sable, les puits sans gorge d'algues, le rosseau saumâtre devient impropre à la consommation. Disparition des poissons et des pêcheurs, disparition d'espèces animales au profit d'autres, génération spontanée de scorpions, de sauterelles ravageuses. Les hordes des rats attaquent des provinces entières, dévorant sur leur passage tout ce qui est sans défense, jusqu'au bébé. Mais qui va arrêter tout cela ? Elles sont là, nos digues, barrières dérisoires. Rien n'a empêché l'eau marine de gagner la nappe phréatique. L'eau salée a déjà repoussé l'eau douce à des centaines de kilomètres du delta. La frontière saumâtre se déplace irrémédiablement vers le sud. C'est la direction du désastre et plus rien ne l'arrête. Elles sont là, nos digues dérisoires. Avec cela, nous avons réussi à enfermer l'Égypte, les pieds liés par le barrage et la tête bouchée par les digues.
Lorsque je m'interroge sur la véritable cause du désastre, une réponse revient invariablement la même. Le limon. C'est le limon qui manque à la terre d'Égypte. C'est lui la vie. C'est lui le blé. C'est lui les saisons. C'est lui le repère et le lien sacré. Et briser ce lien, aucune civilisation, aucun conquérant parmi ceux qui ont foulé la terre d'Égypte n'était parvenu à le faire. Le barrage, lui, y est parvenu. Rien ni personne n'était parvenu à changer la mentalité de l'homme du Nil. Le barrage, lui, est en train de la transformer radicalement. Sommes-nous en train d'assister à une mutation ou bien l'appel du sol sera-t-il le plus fort? Seul l'avenir le dira, et sans doute la légende. Et l'on racontera un jour l'histoire exceptionnelle de Sedd el-Ali, comme on raconte aujourd'hui la légende du barrage de Ma'rib, le pays de la reine de Saba. Le Coran dit que le barrage de Ma'rib se rompit pour punir Saba et son peuple. Mais la légende raconte qu'à l'origine du cataclysme, il était une toute petite souris qu'on a vu creuser au pied du barrage. Elle creusait des petits trous avec ses pattes de devant et roulait de grosses pierres avec ses petites pattes de derrière.